Bienvenue sur Stéphayako, le podcast qui met l'épiderme sur écoute. Ici, il est question du tatouage, de sa dimension artistique, thérapeutique ou sociologique. J'accueille des personnalités du monde du tatouage qui me donnent leur propre définition de cette pratique de modification corporelle. Un point de vue engagé, médical, anthropologique, spirituel, créatif. Bonne écoute! Le seul dessinateur intradermique de France. Autrement dit, un tatoueur, disons, légal. Combien de temps pour faire un tatouage? Tout est variable. Est-ce que ça fait mal? J'ai le plaisir de recevoir Kevin Bidot, docteur en arts et études de genre et chercheur du laboratoire d'études de genre et de sexualité. Dans cet épisode, on a parlé de modification corporelle, de construction d'identité, de normes sociales et de la dimension politique du tatouage. Donc, salut Kevin. Salut. Je suis super heureuse de te rencontrer et que tu as accepté de participer à ce podcast. Je t'ai découvert un peu par hasard sur Internet dans mes recherches pour apporter une dimension un peu plus sociologique au podcast. Je fais souvent des interviews d'artistes du tatouage et j'avais vraiment envie d'ouvrir la réflexion en étudiant justement ton travail qui est à la croisée des arts plastiques, des études de genre et notamment tout ce qui est représentation esthétique, sociale et culturelle des corps. Donc, je vais te présenter un petit peu. Donc, tu es docteur en arts études de genre à Paris 8 et également chercheur du laboratoire d'études de genre et de sexualité. Et lors de ton master en recherche art plastique, tu avais rédigé un mémoire dont le titre était « Modifier corps, identité, identité, corps ». Donc, on était vraiment sur la modification corporelle. Donc, ma première question rituelle du blog, c'est quelle est ta propre définition du tatouage ? Je dirais que j'en ai deux. J'ai bien sûr la définition technique, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est, c'est-à-dire mettre de l'encre sous la peau, quoi, via un dermographe. Après, il y aurait la dimension de ce que ça représente pour moi. C'est davantage une prise de possession de son corps, c'est-à-dire permettre d'utiliser son corps comme un mode d'expression. Les gens pensent souvent d'abord pour eux un message public, mais moi c'est d'abord pour moi. C'est vraiment m'approprier mon corps et le dessiner moi-même. Donc c'est en tout cas la voie dans laquelle la voie par laquelle je suis rentrée dans le tatouage et de la manière dont je continue d'utiliser aujourd'hui. D'accord. Et du coup, est-ce que tu peux me raconter ton premier tatouage ? Oui. Déjà moi mes tatouages, première chose à dire, c'est les motifs je dirais pas qu'ils n'ont pas d'importance, en tout cas, ils n'ont pas de signification vraiment particulière. Il n'y a pas vraiment de symbolique dans mes tatouages. Grosso modo, ce sont des choses que j'aime. Donc, je suis pas rentré dans le tatouage avec l'intention de signifier quelque chose. La signification, elle est venue vraiment dans l'acte même de tatouer le corps. Et donc, le premier, deuxième, dernier tatouage, du coup, l'ordre, c'est pas une ordre vraiment de préférence. Mon premier tatouage, c'était une paire d'ailes que j'ai dans le dos. Parce que c'est joli. Encore une fois, il n'y avait pas beaucoup de signification. Et j'ai commencé dans le dos, non pas parce que ça avait le plus d'importance pour moi, donc, mais juste parce que je me disais, si jamais il ne me plaît pas, ou si jamais je me rends compte que que le tatouage ne me plaît pas, c'est pas un mode d'expression qui me convient, j'aurais pas à l'avoir sous les yeux tous les jours. Donc, raison pour laquelle j'ai commencé par celui-ci. Je comprends, on est pas mal à avoir commencé par le dos. Pour tester un peu sa capacité à se lasser, à s'offrir. Et du coup, même si l'ordre n'a pas forcément d'importance, ton dernier tatouage, il date de quand ? C'est récent ?
Mon dernier tatouage, ça va bientôt faire 2 ans. Et j'ai pas continué pour des raisons financières uniquement. Ok. Et quel était ton rapport au tatouage quand tu as commencé à te faire tatouer? Comment tu as rencontré un peu le tatouage? Est-ce que c'est lié à tes études d'art, par exemple, ou pas du tout? Non, ma rencontre avec le tatouage, je me souviens d'un reportage sur M6. Je me rappelle plus du titre. C'était en deuxième partie de soirée et parmi les invités, il y avait Lucas Spira. Et il y avait un reportage qui lui était dédié. Et à l'époque, Spira n'avait pas encore le visage tatoué. Et dans le reportage, on le voyait se préparer mentalement à se tatouer le visage en utilisant un marqueur et pour tester dans le miroir, etc. Donc ça a été vraiment ma première rencontre avec les modifications corporelles en général. Donc à l'époque, je me souviens, Spira, il avait commencé à tester les implants transdermiques. C'était énorme à l'époque. Il avait un gros septum, il avait un piercing à la langue. Donc on était, je sais pas, vers 96, 97. Donc c'était pas encore l'effervescence des body shops comme on a aujourd'hui. Donc ça a été vraiment là et une révélation pour moi. C'était waouh. Et j'ai envie de faire ça. Donc c'est là où a germé toute mon envie de modifier mon corps, ce qui inclut donc le tatouage. Et quel type de tatouage est-ce que tu as? Donc moi c'est du ready-made tattoo, hein. Il y a pas vraiment de création, hein. Je cherche les motifs sur internet et on les calque et on les tatoue pour la plupart. La majorité de mes tatouages ce sont des personnages de jeux vidéo. Qui est un médium qui m'a bercé mon enfance puis mon adolescence. Et pour majorité encore, sont quasiment que des Pokémon. D'accord. Voilà. Et sachant que moi j'avais mon projet vraiment dès le départ, je savais pas exactement ce que je voulais, mais je savais que je voulais diviser le corps en deux, avec la moitié droite en rose et la moitié gauche en rose foncé, c'est-à-dire en violet. Pareil, un truc assez cliché, le bien et le mal, les dichotomies que l'on supporte tous. Et donc, du coup, ces Pokémon, ces personnages de jeux vidéo sont donc roses sur la droite et pour majorité violet sur la gauche. Est-ce que c'est un projet global? Enfin, justement, de représenter le bien ou le mal, est-ce qu'il y a un projet, on peut dire, ou c'est un peu spontané, tu t'es dit, bah, je vais faire d'un côté rose, d'un côté violet, mais je sais pas exactement où je vais. C'était vraiment un projet global. Je me souviens, il y a eu une première ébauche de dessin, je dessinais mon corps et je savais que il y avait cette ligne qui séparait en deux. Et d'un côté, c'était rose, de l'autre côté, c'était violet ou violet et noir pour la majorité. Dans le détail, je savais pas. Après, j'ai procédé par sélection, hein. J'ai commencé par les Pokémon, tout simplement. J'ai checké tous les Pokémon qui existaient. J'ai déjà séparé ceux qui sont roses, ceux qui sont violets. Et puis après, à l'intérieur, j'ai un peu choisi ceux par similarité de forme, parce que j'aime bien que ça soit à peu près pas complètement symétrique, mais au moins équivalent dans les formes. S'il y a une forme sphérique, un Pokémon de forme sphérique d'un côté, il y aura un Pokémon de forme sphérique de l'autre. Et c'est un peu comme ça que j'ai travaillé, que j'ai préparé mes tatouages. Et ensuite, on voit directement avec le tatoueur je lui amène différents motifs, je lui dis ça, je veux à peu près ça là ou là. Et lui, il me dit en fonction de la zone et de la forme du motif, si c'est possible ou non. Et après, en fonction de la taille, si c'est possible ou non. Donc c'est vraiment, il n'y a pas vraiment de vraie préparation avant. Ça se fait, c'est de manière processuelle et on voit sur le moment. L'important étant toujours que ça soit rose d'un côté, violet de l'autre. Et si c'est pas une symétrie parfaite, t'as quand même besoin d'avoir une sorte d'équilibre Oui, de chaque côté. Ouais. il y a un vrai équilibre. Il y a le même nombre de motifs à droite et à gauche et ils sont à peu près de forme équivalente, de proportion équivalente à droite et à gauche. D'accord, ça c'est important pour toi, pour te sentir bien, d'avoir un équilibre. Je sais qu'on est tous très différents là-dessus. Moi, j'ai un petit problème avec la symétrie parfois, justement, où j'aime bien. Enfin, il y a des gens qui aiment bien être que d'un côté, c'est très variable, donc c'est vraiment une question de ressenti. Ouais, je suis assez psychorigide, donc ouais, il faut aussi. Bon, c'est assumé alors. Il n'y a pas de souci là-dessus. Tu parles souvent dans tes écrits de ton look excentrique. Est-ce que tu peux l'expliquer pour ceux qui ne te voient pas, comment tu le définis?
Oui, bon, avant le tatouage, j'ai commencé à travailler sur mon apparence, à travers la coiffure, le vêtement, puis les piercings, donc ensuite le tatouage et la chirurgie. Donc il est excentrique parce il sort des normes conventionnelles d'habillement, enfin de représentation publique. J'ai un code couleur. Donc je suis habillée intégralement en rose. J'ai les cheveux teints en rose. Donc comme je disais, j'ai la moitié de mes tatouages qui sont roses. Donc déjà ça fait rupture avec ce qu'on peut voir dans la rue, hein. La plupart des gens s'habillent en noir, en gris, en marron ou en jean. Ça pousse encore loin, vu que même en question de forme, donc je m'habille en rose, mais c'est pas non plus des vêtements toujours hyper classiques. Euh, Même le tatouage, hein, mon tatouage se répand. Initialement, c'était pas dans le projet de départ. Un projet de départ, ça devait pas monter jusque là. Mais maintenant, le tatouage est présent sur le visage, sur les mains, il fait partie du domaine public. Donc il est clairement visible. Donc là aussi, ça crée bien sûr une rupture avec nos normes sociales en France, enfin, dans l'Occident en général. Donc voilà, donc quand j'arrive quelque part, généralement on me voit et de manière générale, enfin on se souvient de moi, enfin de mon passage. Et est-ce que tu as toujours eu envie de dépasser les normes? Euh, Non, non, enfin, je dirais que j'ai passé une adolescence assez. J'étais premier de la classe, j'étais assez invisible, je me fondais dans le décor. J'ai commencé, un peu comme tout le monde, à la période adolescente, au lycée, vers la 15-16 ans. Je suis passé par les styles dits gothiques en découvrant la musique métal. Et j'ai continué comme ça jusqu'à 18-19 ans, où là j'ai porté ma première chemise rose. C'est à peu près la même première époque où j'avais mes premiers émois en situation d'homosexualité. Donc tout ça faisait sens. C'était une manière d'affirmer à travers la couleur, de manière passive, cette identité gay. Et après j'ai continué là-dedans. En fait, je me suis plus là-dedans. Et j'ai vraiment travaillé autour de ça, vraiment, donc vraiment à 18-19 ans. D'accord. Est-ce que tu penses que que c'est finalement un risque à prendre pour, enfin, d'avoir un look excentrique, de dépasser les normes? Est-ce que tu penses que c'est un risque à prendre pour être soi-même? C'est un risque, hein, et un risque que j'avais mesuré bien avant de commencer vraiment à me lancer là-dedans. C'est un risque, c'est à la limite dans l'emploi. Forcément, combien de fois j'ai été refusé, hein, juste parce que trop rose et puis après trop tatoué. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai commencé le tatouage un peu plus tard, hein, à 23 ans, je crois que j'ai commencé. Et ma condition, c'était pour commencer le tatouage, c'était d'avoir un CDI. Moi, je viens des classes en situation de sobriété subie, comme on dit maintenant. Donc le CDI, c'était le Graal, et il me le fallait parce que je savais qu'après ça, quoi que je fasse, on pouvait pas me virer. J'étais vraiment très conscient du risque que ça représentait en termes d'accessibilité à l'emploi, de poursuite de carrière. Et puis je m'en suis vite détaché après, me rendant compte que finalement mon excentricité, le tatouage y compris, me fermait des portes, mais il m'ouvrait aussi beaucoup de fenêtres. Donc après il y avait une certaine émancipation de cette peur de la hors normalité. Donc je m'en suis émancipé aussi. Mais c'est le prix à payer, oui, pour être soi-même. Moi, j'ai toujours dit ça m'a privé de beaucoup de choses, mais ça valait le coup pour pouvoir vivre pleinement qui je suis. D'accord, oui. Puis c'est des risques mesurés qui t'ont permis aussi d'avoir d'autres opportunités finalement. Oui, et puis j'ai pris d'autres voies. Je sais pas si j'aurais fait une carrière universitaire si j'avais pas eu ça, parce que je savais que l'université me permettait un peu plus de liberté, parce qu'on me jugerait davantage sur mes productions que sur mon apparence. Pareil pour la même raison que j'avais emprunté la voie des arts plastiques avant. Donc je pense pas que j'aurais eu la même carrière si j'avais pas eu cette apparence. Je comprends, ouais. Et tu as écrit sur le sujet du face tattoo, donc du tatouage du visage. Est-ce que tu peux me dire comment toi tu perçois cette pratique, comment toi tu as décidé
de passer ce cap, parce qu'on peut dire quand même que le visage est, jusqu'ici était quand même un petit peu tabou, ça se répand pas mal, mais ça reste quand même pas si courant. Euh, c'est plutôt marginal, oui. Donc ça s'est fait vraiment étape par étape. Donc dans le projet initial, moi, j'avais le tatouage, je voyais le corps tatoué en mode costard, c'est-à-dire que ça s'arrêtait au poignet, au cou, comme ça au moins je savais que je pouvais le dissimuler si besoin. Et puis on a débordé un peu. J'ai commencé par les doigts, les mains. Donc déjà on rentrait dans le domaine du public, c'était plus dissimulable. Et après, bah, j'ai commencé à grimper sur les parties supérieures. Donc on a commencé par le cou. Et arrivé le moment, je me suis posé la question du visage parce que bah, je trouvais ça joli. J'en avais vraiment envie. Mais j'ai passé le cap vraiment étape par étape. On a commencé par un premier tatouage plutôt léger, mais alors que en couleur, espèce de forme abstraite sur les joues. Et je me souviens après l'avoir, quand on l'avait terminé, je m'étais dit waouh, c'est cool, ça en jette. Mais en même temps, je me suis dit aïe, il y a plus de marche arrière possible. Donc j'avais un peu l'angoisse de comment ça allait être perçu, notamment dans le monde du travail. Finalement, c'est là que je me suis rendu compte que bah, quand on a beaucoup de tatouages, qu'on en est sur les bras ou sur le visage, les gens ne font pas trop la différence. On reste le tatoué. Et donc quelques années plus tard, je suis revenu sur ces premiers tatouages. Et là, on y allait avec des pièces plus massives, avec des contours noirs, épais. Et puis on l'a poursuivi un peu sur le menton, au niveau du front, de manière plus assumée. Et là, par contre, enfin, moi, j'avais plus cette crainte de la perception sociale. Euh, Même si je suis bien conscient que c'est vraiment un cap, hein, c'est perçu un peu moins maintenant, mais c'est quand même perçu comme quelque chose de l'ordre de la mafia ou des milieux vraiment underground. Donc pour les gens, c'est toujours les premières questions vont venir vraiment sur le tatouage du visage. Et ce que je trouve drôle, c'est que souvent les questions, ils vont faire le lien entre ce qui est appelé souvent un suicide social, c'est-à-dire la fin de l'intégration dans le domaine public, on va dire, et le niveau de douleur. C'est-à-dire que ces tatouages-là sont aussi perçus comme étant ceux les plus douloureux pour les gens. Donc les questions, ça va être toujours, mais ça fait pas mal sur le visage, alors que finalement, pour moi, ça n'a pas fait plus mal que sur les bras. Les mains m'ont fait plus mal, par exemple. Mais c'est comme s'ils associaient la douleur physique à la douleur sociale que ça peut représenter ensuite. Ça, je trouve ça toujours très drôle. Il y a toujours ce fantasme aussi où ça coûterait plus de 10 000 euros pour se faire tatouer le visage, que ça serait illégal en France, qu'il faudrait partir dans d'autres pays, etc. C'est ça ces rumeurs. Sur les rumeurs, bon, ça m'a pas coûté plus cher qu'ailleurs, hein, c'était toujours tarif horaire. Et j'ai réalisé à Vincennes, donc enfin la première fois à Vincennes, puis ensuite à Saintes, donc dans des villes somme toute banales. Donc c'est toujours rigolo ces fantasmes qu'il peut y avoir autour de ces tatouages, alors que finalement c'est juste une partie du corps comme les autres entre guillemets. Oui, comme quoi ça reste un peu tabou. Dans ton article, tu parlais justement que c'était la limite à ne pas franchir socialement, comme tu disais, de suicide social. Je pense que c'est aussi vachement lié finalement au milieu professionnel quand on parle de suicide social, parce que ça n'empêche pas, au milieu professionnel, ça peut faire des freins, mais ça n'empêche pas toute relation familiale, amicale ou sentimentale. Donc c'est quand même, je pense, assez lié au professionnel. Et en quoi ça change ton rapport à ton identité ou aux autres? Comment eux te perçoivent du coup depuis que tu as franchi ce cap? En termes d'insultes ou de menaces d'agression physique, le tatouage sur le visage c'est radical. Il y a beaucoup de personnes qui osent plus regarder dans les yeux et surtout les gens osent plus vraiment agresser, pas entrer en interaction conflictuelle parce que c'est vraiment associé à un monde mafieux encore. C'est Ça associé fait peur? oui, ça fait peur. Je pense aussi qu'il y a des gens qui se disent, lui, vu ce qu'il a osé faire à son corps, il faut pas l'embêter parce que sur le corps des autres, à mon avis, il va se lâcher. Ah oui, du coup, on a l'impression que t'es dangereux, que t'es devenu dangereux Oui, finalement. oui, ou en tout cas, oui, et en tout cas, les gens, j'ai beaucoup moins de problèmes de moquerie, en tout cas frontale, ou d'insultes. Que ce soit lié à l'apparence ou à l'identité de genre supposée ou à l'homosexualité supposée, et plus que supposée d'ailleurs. Donc ça, il y a beaucoup moins d'interactions conflictuelles.
les gens osent moins. Donc ça a été finalement un acte de protection, une espèce de talisman magique qui a fait que vraiment j'ai eu moins d'interactions négatives dès lors, quoi. Ensuite, les gens, il y a les cercles proches, pas forcément amical, mais on va dire les connaissances. Il y a toujours cette dimension, quand ils te rencontrent, j'adore les tatouages, c'est joli, ouais, je suis à fond avec toi. Et quand tu parles de tes projets, d'aller plus loin, c'est-à-dire donc de monter du cou au visage, ou même avant des épaules au cou, ah ouais, mais non, mais quand même, c'est joli, mais il faut pas abuser, il faut pas exagérer. Donc voilà, il y a une espèce d'acceptation qui est par palier. Donc il y a des gens qui vous acceptent tel que vous êtes, mais qui n'acceptent pas la possibilité que ça puisse évoluer, que ça puisse être plus extrême entre guillemets, hein, ou en tout cas se répandre davantage sur le corps, que ça puisse bouger, etc. Donc, les gens ne sont pas forcément prêts à cela. Il y a aussi tous ceux, donc je disais, qui voient le tatouage de manière globale, donc de toute façon que je me ramène avec je peux me tatouer je peux me tatouer toute la face en noir ou un tatouage sur les jambes en plus. Ils savent pas vraiment où le localiser, ils perçoivent vraiment comme un ensemble. Bon, il y a le domaine de l'emploi, hein, où j'ai dit où c'est clairement une limite, hein, ça y a pas de souci. Et puis, il y a ceux qui perçoivent le tatouage uniquement à travers les yeux des autres. Donc, c'est-à-dire que quand maintenant les rencontres que je fais, donc bien sûr il y a le tatouage, ce serait débile de dire qu'on ne le voit pas. Il y a des gens qui passent outre, pour qui c'est un détail comme les autres, mais qui vont se rendre compte vraiment de l'impact que ça a dans la vie en traînant avec moi dans la rue. Où là ils vont voir vraiment les regards se tourner sur moi, les gens qui vont parler une fois qu'on est passé, etc. Des choses auxquelles moi je prête plus attention depuis des années. Mais c'est vraiment les gens à côté qui vont me faire rappeler que oui, il y a tout ça aussi qui se passe, que c'est vraiment une interruption dans l'espace public. Il y a cette chose toute tatouée, toute rose qui se balade dans l'espace et qui crée vraiment une rupture dans le paysage qui, comme je disais, qui est beaucoup plus terne, hein, finalement. On a un monde assez grisonnant finalement. Oui, c'est sûr. Et puis, on me disait que c'était une manière d'être soi, mais c'est aussi une manière de se montrer au monde. Je pense qu'on a, alors, est-ce qu'il y a un besoin d'être remarqué ou pas? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une façon de se montrer au monde. Donc, forcément, ça entraîne des réactions très diverses de ceux qui vont avoir une réaction spontanée, ceux qui vont pas vouloir montrer leur réaction, mais qui n'en pensent pas moins, ou qui ont peur, ou ça intrigue, en tout cas, c'est sûr. Ça intrigue énormément. C'est une manière de se montrer au monde, de se montrer soi comme on est au monde. Mais les gens ont toujours tendance à penser que on fait ça pour eux. Et ce que je trouve toujours très très assez égocentrique, enfin de penser que des gens se sont tatoués pour leur plaisir des yeux. C'est fou quand même. Et puis sachant que moi je sais que c'est complètement faux parce que j'ai commencé sur des tatouages qui sont invisibles au départ. Je sais, bon, pour le tatouage, ils sont là tous les jours, il y a pas de problème là-dessus, mais pour ce qui est de l'apparence, pour la couleur, le rose, même dans mon intimité, je veux dire, tout est rose. Mes pyjamas, si vous voulez, sont roses, mes sous-vêtements sont roses. Je ne mets pas autre chose aussi, même quand il y a personne autour de moi. Donc, c'est vraiment un truc très personnel. Oui, c'est pas pour les autres. C'est pas pour les autres, mais ça peut poser des problèmes. Ça, je vois dans des lieux de convivialité, donc des bars essentiellement. Les gens vont prendre des photos. Mais moi j'ai déjà eu le coup avec vraiment on tourne autour de moi en mode statue de la liberté, on la prend photo sous tous les angles. Les gens sont là, je me permets, hein, c'est fait pour ça. Ouais. Non, c'est pas fait pour ça, non. Il y en a qui demandent, qui respectent le nom. Il y en a qui demandent, qui ne respectent pas le nom, qui vont prendre quand même. Après tout, il avait qu'à pas faire. Il y en a qui prennent en douce les photos. Il y a aussi d'autres cas de personnes qui viennent toucher. On devient vraiment une chose publique. Il y a vraiment une Oui, tu appartiens au domaine public à partir du moment où tu as voulu montrer des choses un peu différentes. Moi, en été, hein, quand les bras sont découverts, des gens qui vont faire j'adore tes tatouages et qui vont toucher. Je peux toucher, je me permets. Ça m'insupporte. Ça m'insupporte aussi. Il y a des gens qui vont aussi faire irruption, pareil dans les bars. T'es en groupe, on voit très bien que t'es en conversation avec d'autres personnes qui vont venir, qui vont interrompre la discussion, préciser. Je sais que je te dérange, je sais qu'on te pose souvent la question, ou je sais qu'on te fait souvent la remarque, mais je vais le faire quand même. C'est toujours un peu gênant finalement, parce qu'on sait pas quoi répondre.
Donc c'est vrai, c'est toujours des interruptions qui sont un peu particulières et qui sont vraiment gênantes. Parce que très bien, tu trouves ça joli. En fait, ce que je dis toujours, c'est que tu trouves ça moche, ok, très bien, what else? Mais tu trouves ça beau, ok, très bien, what else? En fait, je fais pas ça. Comme j'ai pas fait ça dans l'espoir d'attirer un intérêt ou un désintérêt public, en fait, que ce soit les compliments ou les insultes, je ne sais jamais comment les accueillir. Bon, j'ai compris que socialement, il fallait dire merci. C'est une gratitude. La politesse à toute épreuve. C'est même plus que la politesse, c'est vraiment de la convention sociale. Là, c'est vraiment pour me débarrasser de la personne en soi, quoi. Ouais, merci, au revoir. Et d'où vient, à ton avis, cette perception négative du tatouage facial? Parce que c'est souvent associé au gang, mais elle peut aussi, enfin, ce tatouage peut aussi avoir une toute autre symbolique dans d'autres cultures. Mais là, en Occident, c'est vraiment associé à ce côté très péjoratif des gangs. Et, très occidental, un tatouage facial, gang, marginalité hein, en général. Les prisonniers pendant un temps, ceux qui purgeaient des peines à vie, se tatouaient le visage, comme ça ils se disaient de toute façon, j'ai pas de possibilité de remise en liberté parce qu'avec le tatouage sur le visage, je ne peux plus vivre une vie d'homme libre parce que je ne pourrais plus rien faire. Donc il y a toujours cette idée-là, alors que dans d'autres cultures non occidentales, on va vraiment, c'est valorisant. Ça peut marquer une signe de distinction de classe, les chefs de tribu. Ça peut être aussi une distinction de groupe. C'est-à-dire que tel tatouage va différencier tel groupe de tel autre groupe. Et ça peut être aussi une marque de distinction entre ce qui relève de l'humain, du non-humain. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas ces marques corporelles, on est encore dans le monde animal finalement. On ne fait pas partie du monde humain. Donc il y a une valorisation qui est autre du tatouage facial dans d'autres cultures. Mais il se trouve que du coup je suis en milieu européen, donc je dois jouer avec les représentations qu'elle représente chez nous, et c'est associé à la marge. Et de toute façon, je n'ai pas le droit de me plaindre de mes choix esthétiques. J'ai pas le droit de me plaindre des discriminations à l'embauche. J'ai pas le droit de me plaindre des insultes ou des moqueries que je peux récupérer dans l'espace public, parce qu'on va me rétorquer. C'est ton choix, tu savais ce que tu faisais. Ouais, tu l'as bien voulu. Tu l'as bien voulu, donc tu l'as bien mérité. Donc il y a une espèce de truc, voilà. Donc pour moi ça fait partie aussi du processus de déshumanisation, c'est-à-dire que je suis aussi décitoyennisé, c'est-à-dire que je n'ai plus le droit je n'ai pas accès aux mêmes droits que les autres. Il y a que le droit de non-discrimination, le droit de non-agression. À partir du moment où j'ai acquis ces tatouages par choix, on me les refuse aussi. Donc il y a tout ça qui participe, hein, donc le fait que je devienne une chose qu'on peut toucher, photographier comme on veut. C'est pour ça aussi que l'association à l'œuvre d'art me pose aussi beaucoup de problèmes. Ah, t'es une vraie œuvre d'art. Non, je suis aussi une personne en fait. Je suis pas un objet. Ce refus d'accès au droit, et puis qui se manifeste aussi très clairement dans la difficulté d'accès à l'emploi ou autre, qui m'est refusé parce que je l'ai choisi. Pour moi, ça fait partie vraiment d'un package global de déshumanification de la personne au look excentrique, au visage tatoué, enfin qui perd son humanité en sortant des normes sociales. Alors, je voudrais, si ça t'embête pas, lire un petit extrait de ton article Tenue correcte exigée, que je trouvais vraiment très fort. Donc, dans cet article, tu disais: je pourrais teindre mes cheveux en brun, retirer mes piercings, dissimuler mes tatouages sous des vêtements et du fond de teint. Je pourrais aussi réduire toute ma flamboyance homosexuelle. Je pourrais le faire, mais cela constituerait un effort financier, inéquitable, ainsi qu'une pression psychologique, tout en validant un système d'oppression matérielle et symbolique qui associe de manière irrationnelle et arbitraire un ensemble de valeurs à des critères d'apparence. Voilà, je trouvais ça super fort et tellement vrai, et je trouve ça cool de se dire que de toute façon ça servira à quoi de se réduire à cette pression, enfin de céder à cette pression pour finalement ne pas être soi et être toujours jugé dans tous les cas. Ah oui, dans tous les cas. Et puis en plus jugé, mais en plus même pas sur les compétences, parce que aux dernières nouvelles, normalement, on embauche quelqu'un sur des compétences
Et non, hein. Et cet article, j'avais rédigé suite à une discrimination à l'embauche, hein, et c'était particulièrement drôle vu que c'était dans une université où je donnais cours. J'avais une vacation de cours pour des étudiants en master et, et j'avais postulé pour un poste administratif qui consistait globalement à entrer les notes des étudiants et à gérer leurs inscriptions, quoi. Et durant l'entretien, alors même que j'avais envoyé un CV avec photo, hein, parce que c'est ce que je fais maintenant depuis des années pour m'éviter des entretiens inutiles. Donc quand même de cet entretien, à un moment, la personne qui m'entretenait sort ah maintenant je vais aborder un sujet qui je suis sûr ne va pas vous plaire, et elle me regarde en faisant des signes, en frottant ses bras. Donc on était en été, donc j'avais des manches courtes. Et elle me dit il faudrait adopter une tenue plus sobre. Et mais comme elle faisait ses gestes sur ses bras, j'avais bien compris que c'était pas le problème n'était pas la couleur, le fait que je m'habille en rose, etc. C'était vraiment un tatouage. Donc je lui fais reformuler, je fais vous voulez que je me couvre les bras? Change de peau. Et elle me fait oui, ça serait bien, ça pourrait heurter vos collègues professeurs. Donc je trouvais ça drôle que mon apparence puisse heurter des problèmes des collègues professeurs en tant qu'agent administratif, alors que des collègues professeurs en tant que moi-même enseignant, il y avait aucun problème. Puis c'était doublement drôle parce qu'elle me demandait de couvrir mes bras, mais enfin comme je dis toujours, mon visage est quand même un bon teaser sur le fait que le reste du corps est pas mal tatoué quand même. Et je trouvais ça hyper drôle, l'échelle de valeur, c'est-à-dire que les bras tatoués, non. Le visage tatoué, par contre, oui, ça passe. Ouais, Donc, elle allait pas te dire de mettre une cagoule non plus, mais et, c'était vraiment particulier. Surtout que j'avais bien envoyé mon visage. Hein, bon, voilà. Bon, cette histoire. Bon, du coup, j'ai décliné l'offre, hein, bien sûr. J'avais dit que je n'avais pas envie de travailler avec des gens avec des critères aussi rétrogrades. Et ça a été remonté à la direction des ressources humaines, hein, qui m'a donné raison, hein, de toute façon. Donc, mais c'est vrai que ça avait été difficile parce que les discriminations liées à l'apparence, alors qu'elles sont centrales dans toutes les discriminations, parce que finalement un PD on va le discriminer seulement parce qu'il a l'air PD, hein. Enfin la plupart du temps c'est parce qu'il a l'air PD. Pareil pour les personnes transgenres, si ça passe crème on va rien dire, mais si jamais on arrive à percevoir, même si c'est faux d'ailleurs, on va discriminer les questions raciales, c'est la discrimination à l'apparence aussi en partie. Et ben j'avais trouvé ça difficile moi de solliciter une personne qui pouvait répondre à ma plainte. Parce que c'est vraiment un angle mort en France. Bien que ça fait partie des critères discriminants, c'est toujours hyper difficile à le prouver. Et dès que c'est des critères qui sont, comment dire, qui relèvent d'un choix et qui peuvent être réparés entre guillemets, et ben il y a plus personne pour vous défendre en fait. Bah changez de pull, vous tatouez pas. C'est toujours assez problématique en France. D'ailleurs pour ça qu'il y a très peu d'études sur le sujet en France. Hein. parce que finalement ton choix n'est pas validé. Tu es responsable de ça. Tu es presque responsable de la discrimination parce que tu as fait ce choix et du coup tu aurais pu l'éviter. C'est un peu ça le message qu'on t'envoie et qu'on te dit en gros tu pourras pas gagner à ça, à ce jeu-là parce que c'était ton choix et qu'il fallait y penser avant, quoi. C'est ça, c'est exactement. Ou alors fais un choix contraire. On est vraiment là. Tu l'as bien mérité. C'est-à-dire il y a des violences qui sont justifiées juridiquement en fait. On les Ah, justifie. c'est horrible. Mm. Je voudrais qu'on parle un peu de ton travail maintenant. Donc lors de ton master en art plastique, tu avais fait des recherches et rédigé un mémoire sur les modifications corporelles. Et il abordait notamment l'articulation entre le corps modifié et la construction d'une identité qui, elle aussi, se modifie. Est-ce que tu peux m'en parler un peu? Oui. J'étais parti du constat, c'est que si on modifie son corps, c'est pour que ils correspondent à l'apparence de laquelle on se l'imagine. On fait du sport parce qu'on a envie d'avoir une silhouette fit. On se teint les cheveux pour cacher des cheveux blancs pour apparaître plus jeune, par exemple. On va mettre des bijoux pour plus de féminité. Donc, on essaye toujours de modifier son corps pour qu'il corresponde à l'idée que l'on s'en fait. J'aimais beaucoup c'était Lucas Spira qui disait ça. Lui, il disait, mais vous pouvez me retirer toutes mes modifications corporelles. Il me suffit de fermer les yeux et je me vois tel que je suis.
Et donc c'est un constat que j'avais fait également, c'est-à-dire que moi les tatouages, avant de les faire, ils étaient déjà inscrits dans mon esprit, enfin ils étaient déjà inscrits dans ma chair avant même que le dermographe frôle ma peau, c'est-à-dire que je les voyais déjà. Enfin pour moi, je rêvais de moi avec ces tatouages. Donc pour moi le lien entre la modification corporelle et l'identité était clair, c'est-à-dire que pour moi l'identité du coup venait avant la modification corporelle, c'est-à-dire que je me voyais tatouer et ensuite je passais ce cap et je tatouais le corps. Mais la réciproque pour moi était aussi vraie, c'est-à-dire qu'une fois que j'avais tatoué mon corps, que je l'avais transformé, piercing, chirurgie, tout ce qu'on veut, et ben j'apparaissais autre aux yeux du monde et le monde me recevait différemment. Donc c'est tout ce qu'on a dit hein, en termes de moquerie, insultes, agressions, discrimination, etc. Et donc du coup, en retour, mon corps alors modifié entraînait des modifications dans mon identité qui elles n'étaient pas forcément anticipées. Mais il fallait que je transforme qui j'étais pour pouvoir survivre en fait dans le monde. Et donc c'est un processus, je sais pas, de freakisation, c'est-à-dire qu'il fallait assumer le fait que j'étais hors les normes et réagir en tant que tel. Donc au début, moi, ça s'est manifesté par des stratégies d'évitement, c'est-à-dire couvrir le corps dans certains contextes. Embauche quand c'était encore possible. Pour les vêtements, éviter quand même les mini shorts dans les zones où il y a plus facilement le risque de se faire agresser, où il y a moins de monde, où il fait plus sombre, etc. Des stratégies que connaissent les femmes de façon de manière générale dans l'espace public. Clairement. Et puis après il y a eu une seconde phase, c'était assumer très clairement le fait que j'étais perçu comme déviant par la société, comme hors norme, et capitaliser là-dessus, c'est-à-dire que de construire une identité. Et c'est là où dans mes travaux je fais le parallèle avec la figure du monstre ou de la monstresse, où vraiment je suis perçu comme monstre par la société, et je vais incarner ce monstre et accepter cette identité. Et puis travailler autour de ça. Hein. Donc, du coup, je faisais le parallèle aussi avec tous les freak shows qu'on peut avoir fin 19e, début 20e. Ouais, voilà, je voulais en parler. Comment ça t'a inspiré ou quelle corrélation t'as trouvé avec tout ça? C'est très clairement, moi, ça a été un livre de Robert Bogdan qui a été dédié donc aux freak shows aux États-Unis, où il explique très clairement que l'identité freak, c'est une identité qui est construite. C'est-à-dire que certes, il peut y avoir des handicaps à la naissance, des malformations, etc., qui fait qu'on est hors des normes du corps habituel, mais ce n'est pas suffisant pour vraiment être un freak. Il faut vraiment créer une communication autour de ça qui va exagérer, qui va les mettre en avant cette hors-normité. Et finalement, et donc lui, il faisait aussi la distinction entre ce qui était des born freaks, ceux qui sont nés monstrueux, donc c'est des personnes avec des problèmes génétiques ou qui ont eu un accident, qui ont perdu un membre, etc. Et il y avait aussi donc les made freaks, c'est-à-dire ceux qui se sont créés cette identité freak de toutes pièces. Et parmi eux, on rencontrait donc toutes les personnes tatouées avec le grand Oni, etc. Et qui eux donc se devenaient monstres volontairement. Et finalement, tout cet ensemble était regroupé dans le même ensemble pour les gens. C'est-à-dire que c'était les monstres, peu importe que ça soit d'origine biologique, médicale ou d'un fait, d'un choix de transformation de son corps. Et donc du coup, j'ai emprunté cette voie du freak, et je me suis intéressé à quel rapport avaient les personnes modifiées avec cette figure du freak. Et puis il se trouve que on trouve énormément de personnes avec des modifications dites extrêmes, donc tatouages massifs y compris sur le visage, chirurgie, donc ça passe de l'ablation du nez, des oreilles ou la création de fentes dans les lèvres, la modification des contours des oreilles, l'amputation des doigts, etc. Qui vont revendiquer cette identité freak, qui vont l'incarner vraiment et qui vont en jouer aussi pour capitaliser sur une identité visuelle qui peut potentiellement leur rapporter de l'argent en passant dans les médias ou en faisant des shows, etc. Et donc moi ça me semblait tout à fait pertinent d'associer la modification du corps avec une voie de freakisation finalement,
Parce que quoi qu'il arrive, qu'on le veuille ou non, on sera perçu comme déviant, donc autant très vite l'intégrer et le revendiquer finalement. Et c'est des choses, en plus moi je faisais parallèle aussi avec les stratégies donc, de réappropriation d'insultes chez les PD, les queers, les gwyn, etc. De revendication de l'efféminement ou de la butchitude, etc. Donc pour moi je faisais le lien avec toutes ces marches qui ont revendiqué leur hors-normité pour survivre déjà, pour mieux s'accepter soi-même au sein du monde, et aussi ensuite pour revendiquer, pour faire communauté et revendiquer ensuite des droits euh, politiquement, enfin dans l'espace politique. Et est-ce que cette modification corporelle, c'est aussi une recherche de corps idéal, une sorte de fantasme de corps idéal quand on décide de passer ce pas? Alors moi, dans mon cas, j'ai jamais eu enfin, j'avais l'idée de ce que je voulais comme projet, mais comme déjà dès le départ, il n'y avait pas quelque chose de très précis, je pourrais pas dire que je courais après un idéal. Euh, donc puis avec le temps, je veux dire, la notion même de perfection dans le tatouage, etc. Moi, j'ai vite lâché prise. De toute façon, je choisis même pas. C'est-à-dire au dernier moment, des fois, je choisis les motifs et puis le tatoueur il me dit non, ça va pas le faire et on change au dernier moment. Donc, mon idée de la perfection, elle est assez variable. Par contre, pour certaines personnes, ça peut vraiment être un objectif. Il y a vraiment un objectif final et qu'ils essayent d'atteindre. C'est le cas notamment de plusieurs personnes qui sont dans le devenir animal, la femme lézard, l'homme perroquet, etc., qui ont vraiment un objectif en tête de ressembler, d'atteindre le plus possible cet idéal animal. On va retrouver ça aussi chez certains autres qui ont cette idée de sortir de l'humanité, une espèce de devenir alien, de devenir non humain, qui peut être aussi une idée de corps idéal. Mais je pense que pour la plupart d'entre nous, les choses se font en faisant finalement et peuvent être modifiées en fonction des rencontres, des événements qu'on peut avoir dans la vie, en fonction des envies aussi. Donc c'est plus, je pense, l'idée d'un corps qui se modifie avec le temps, qui change en fonction que notre moi change. Donc c'est plus l'idée, je pense, de correspondre à soi-même à un moment donné, plutôt que d'atteindre un idéal fantasmé. D'accord. Et je sais que tu as publié l'été dernier Manifesto Fric, qui est une traduction et une adaptation de l'activiste brésilien Tiangel. Donc, est-ce que tu peux nous dire à quoi fait référence ce texte? Oui, donc c'est le site Freak Guys qui est un site internet et une communauté généralement, en général, plus généralement plutôt, brésilienne, donc au Brésil. Donc Tiangel, qui est un activiste freak du coup, qui donc a créé une communauté autour de ça qui va rassembler des personnes à l'apparence lourdement modifiées, hein, toutes les modifications dites extrêmes, et qui va créer une unité, une communauté autour de cela. Et donc ce manifeste, en fait, prône le rassemblement de tout le monde dans toutes les diversités que ça peut représenter. Parce que au contraire d'autres catégories sociales comme les PD, les lesbiennes, les personnes transgenres, les noirs, enfin, les personnes racisées, tout ça, euh, les critères les critères d'apparence sont vraiment divers. Il n'y a pas un modifié qui ressemble à un autre modifié. La femme serpent ne ressemble pas à l'homme perroquet, par exemple. Donc on est vraiment des individualités éparses que Tianjo va essayer de regrouper autour de l'axe, c'est-à-dire l'acceptation de son propre corps et l'acceptation du corps des autres. Et donc c'est tout un manifeste qui prône la liberté de choix individuel et qui prône la solidarité et l'acceptation des autres, tout simplement, et qui fait écho à d'autres manifestes qu'il y a eu. Lucas Spira avait écrit le manifeste Body Activist aussi, qui reprenait les mêmes termes, c'est-à-dire que la liberté d'être soi, de la liberté de pouvoir jouer avec son propre corps, avec sa propre identité, qui sont des objets plastiques qu'on peut manipuler, et donc le refus de toute discrimination. Donc le,
Le Manifesto Freak est intéressant parce que de par ses différents éléments à l'intérieur, il permet de tisser des liens de connivence avec les autres mouvements des marges en fait, hein, avec les mouvements antiracistes, anti-homophobie, etc. Parce qu'on retrouve la même volonté d'unité, la même volonté de l'acceptation de l'autre, et la même volonté d'acceptation de soi finalement. Et aussi donc l'antiparastase, c'est-à-dire ce retournement d'une identité négative, donc là dans l'occurrence une identité freak, donc c'est revendiqué un manifesto freaks, donc ça revient à ce que je disais, hein, donc l'acceptation du fait d'être hors norme, qui fait écho au manifeste queer, queer étant une insulte à la base, à la négritude aussi, la réappropriation de l'identité noire, etc. Donc ça a eu, pour moi je trouve ça intéressant parce que ça formalise, ça matérialise vraiment cette unité, enfin cette relation qui existe entre les différentes marges, peu importe comment elles se sont construites, que ce soit d'un point de vue médical, social, etc. Et la nécessité pour les marges de faire corps ensemble. Tout à fait. Et la première phrase du manifeste, c'est nous sommes des freaks, nos corps et nos subjectivités sont étranges, bizarres, abjects, anormales, monstrueuses, nous sommes nos corps. Et, euh, et c'est intéressant de voir ce que ça veut dire aussi de nos jours et de l'image qu'on a des freaks d'avant, comme on en parlait tout à l'heure, et de voir que c'est encore d'actualité. C'est différent, mais c'est toujours d'actualité. Enfin, ce manifeste, il est complètement contemporain aussi. Ah oui, oui, hein, ça recrée une généalogie avec les freaks donc fin 19e, début 20e. La différence, c'est peut-être qu'à l'époque, les freaks faisaient vraiment, comme ils étaient rassemblés dans des cirques, hein, enfin, c'était des foires aux monstres, hein, faut dire les choses. La nécessité de faire groupe, de faire corps ensemble, la solidarité, elle était matérialisable immédiatement. On était ensemble contre le reste du monde. Aujourd'hui, c'est vrai on est tous éparses un peu partout. Euh, on a tous un peu l'impression qu'on est un peu tout seul, surtout pour ceux qui sont dans les petites villes, d'être le freak de la ville finalement. Et c'est là où les technologies numériques, elles nous ont permis de faire communauté ensemble. Il y avait, comment il s'appelait ce site internet là, par Shannon Larat, BME, voilà. BME, Body Modification Easing. Donc le site BME, qui est un site internet qui regroupait c'est un forum, hein, qui regroupait les personnes modifiées, avait permis de créer une communauté numérique qui nous permettait de nous lier les uns aux autres au-delà des frontières physiques. Hein. Et Freak Guys, donc T-Angel, avant de créer le Manifesto Freaks, donc a créé Freak Guys, c'était la même chose, c'était aussi un site internet. Donc les technologies numériques nous permettent de recréer finalement ces freak shows qui ont disparu donc au début du 20e et de nous réaffirmer en tant que en tant que corps, oui, mais aussi en tant qu'individu, et de réaffirmer notre importance dans l'espace social, dans l'espace politique, parce que les violences qui traversent nos corps, nos désirs, nos envies, les transformations qui mutent nos corps font sens socialement, culturellement, politiquement pour nous, mais aussi pour ceux qui ne font pas partie de cette communauté, parce que si nous incarnons la déviance, le reste du monde du coup incarne la norme, mais c'est pas pour autant qu'elle est autant acceptée. Parce que il faudrait déjà revendiquer cette normalité, hein, et comme toute position dominante, elle est rarement revendiquée vu qu'elle paraît comme normale et invisible, mais elle reste pourtant source d'oppression pour beaucoup de personnes. Et ça, c'est quelque chose que je peux percevoir au quotidien, c'est que je vais avoir beaucoup d'interventions de personnes notamment des personnes plus âgées, qui vont venir m'interpeller, pas pour critiquer, pour insulter ou pour se moquer, mais pour dire que si elles avaient su, elles auraient fait davantage ce qu'elles voulaient dans leur vie. Et, euh, et donc pour elles, j'incarne un espèce d'idéal pour le coup,
de liberté De individuelle. liberté, ouais. De liberté individuelle, ce qui ne veut pas dire forcément qu'elles adhèrent à l'esthétique, que c'est quelque chose qu'elles ont dans leur goût, mais elles adhèrent au fait que je fais et j'assume ce que j'ai voulu faire et que c'est quelque chose qu'elles regrettent de ne pas avoir pu faire. Oui, ça re-questionne leur propre liberté qui passerait peut-être par des modifications corporelles ou pas d'ailleurs, mais en tout cas, ça re-questionne leur propre liberté individuelle. Bien sûr, et moi, même chez les plus jeunes, enfin, les gens de mon âge, dans la trentaine, il y en a plein qui adorent, enfin qui adhèrent vraiment parce que elles aimeraient en fait, mais pour des raisons professionnelles, familiales ou autres, ne vont jamais oser passer le pas. Il y en a d'autres qui ont peur de la violence que ça peut générer aussi. Euh, Peur de sortir avec les cheveux teints, peur de sortir avec un tatouage trop visible, de peur de se faire insulter, agresser, et donc c'est pas savoir comment réagir face à ça. Oui, c'est une peur qui est légitime. Alors, il y a une autre phrase qui m'a marquée dans ce manifeste, c'est il n'y a pas de modification du corps qui ne soit pas politique. Le corps est politique en soi, la vie elle-même est un acte politique. Du coup, je voulais avoir ton analyse sur comment une démarche personnelle et intime, comme le tatouage, euh, comment ce type de démarche est politique selon toi? Déjà la définition même du corps, comment il est perçu, les normes qui le traversent, ont été façonnées par l'histoire, par la médecine, par la loi, etc. Enfin, nos corps sont des produits culturels en eux. Et puis le corps, il faudrait ouvrir la définition du corps au-delà de sa définition biologique, charnelle. Le corps, c'est aussi des représentations de nos corps, c'est aussi les objets qu'on met dans nos corps, la manière qu'on a d'interagir avec les uns avec les autres. Donc ce que Paul Preciado appelle les somathèques, finalement, c'est une espèce de bibliothèque, on va dire, d'éléments somatiques, corporels, qui sont vraiment façonnés par l'histoire. Donc ce sont des objets culturels, ce sont des objets qui sont traversés par des normes, par des règles. Et donc, le fait d'enfreindre une de ces règles, déjà nous met hors la loi finalement. Donc, crée une effraction vraiment dans une espèce de truc monolithique qu'on ne devrait pas toucher. Donc, en soi, c'est déjà un acte politique. C'est une rébellion contre, pas contre son corps. On n'est pas dans l'ordre de la mutilation, de la dévalorisation du corps. C'est une rébellion contre les normes corporelles, finalement, contre toutes ces normes qu'on nous impose et qu'on a incorporées pour la plupart, moi y compris. Et donc on fait un pas en dehors de ces carcans idéologiques. Donc c'est déjà politique. Dans certains pays, ça serait complètement interdit. Ça peut être risqué, ça peut nous valoir violence, punition sociale, privation d'embauche, etc. Donc c'est vraiment quelque chose. C'est politique. Enfin, à partir du moment où on a des répercussions négatives, c'est que c'était politique, c'est qu'on est sorti du droit chemin. Donc bien sûr, on va pas changer le monde tout seul à notre manière, mais on fait du micro-politique à notre niveau. Déjà pour soi, on se libère nous-mêmes de ces carcans. Pour notre entourage, ça va créer débat forcément. La plupart des artistes du body art, en créant une effraction dans leur corps, ils voulaient en faire un objet de débat finalement. C'est tout le discours de Orlan, par exemple. Je sais pas, non, tu dois pas faire ça. Ok, c'est bien, mais va pas plus loin. Ça peut être aussi, mais si tu fais ça, tu pourras plus faire ci, tu pourras plus trouver de travail. Il y a beaucoup d'injonctions. Des injonctions ou simplement moi quand j'ai voulu commencer les piercings, mon père c'était ok, mais par contre à gauche, parce qu'à droite c'est pour les PD. Donc il y a Oui, c'est vrai qu'il y avait aussi ces connotations-là. Ouais, c'est vrai, ouais. il y avait ces connotations, donc donc c'est à chaque fois qu'on fait un pas de travers, c'est déjà politique, que ça soit dans la manière de s'habiller, dans la manière de transformer son corps, dans la manière de se comporter, dans la manière de parler aussi, parce que le langage c'est qu'une extension du corps. On voit bien tous les débats autour d'écriture inclusive, du langage inclusif, etc. À partir du moment où on fait un pas de côté, on crée la possibilité du désordre, la possibilité du chaos, et donc la possibilité d'en finir avec les normes, et donc on incarne une menace, à l'ordre établi, à notre niveau, aussi petite soit-elle.
Donc c'est vraiment le papillon et l'ouragan. Enfin, c'est c'est l'effet papillon, hein. Donc il faut jamais sous-estimer ce dont on peut être capable individuellement, même à une échelle vraiment microscopique. Et justement, comment l'art et les modifications corporelles comme le tatouage sont révélateurs de notre société actuelle. Bon, déjà les artistes créent un espace esthétique où ils vont pouvoir expérimenter beaucoup de choses et ils vont en plus maintenant aujourd'hui bénéficier de la scène de l'art pour pouvoir diffuser leurs travaux. Le body art, c'est les années 70, hein, on est déjà assez vieux finalement, on est déjà sorti. Mais le body art, rien que dans le fait d'enfreindre, de créer des effractions dans le corps, on était déjà dans quelque chose, waouh, on attaque le corps à des fins purement esthétiques, artistiques, et pour moi qui sont aussi politiques. Donc déjà, on crée une possibilité. L'art permet de créer des possibilités. Aujourd'hui, dans les arts plastiques, on va avoir beaucoup moins cette notion d'effraction des corps. C'est quelque chose qui est beaucoup plus minoritaire. On en voit très peu. En tout cas, en Europe, on en voit très peu. En Amérique du Sud, on le voit toujours. Donc, les artistes ne font que nous montrer les désirs qu'on a tous finalement. Ils prennent la décision de le faire finalement et de rendre possible ce qui jusqu'à présent relevait de l'impossible ou seulement du projet. Donc il y a une certaine matérialisation du projet qui est faite dans le cadre de l'art et qui va créer des réactions qui vont être absolument diverses et variées. Il y en a qui vont adhérer vraiment, genre waouh, formidable. Il y en a qui vont avoir de la répulsion face à ça. Il y en a qui vont condamner ça complètement parce que c'est immoral, hein. Et tout ça à des échelles variées. Je me rappelle, il y a une performance de Gina Pan où avec une lame de rasoir, elle s'entaillait le corps et où le public restait plus ou moins calme tant qu'elle s'en prenait qu'au bras. Et au moment où elle est intervenue sur le visage, là on a commencé à avoir des cris de stupéfaction. Non, pas le visage, pas le visage. Il y a aussi cette gradation dans l'acceptable, y compris dans les arts plastiques. C'est-à-dire que dans les arts plastiques, on va tolérer certaines choses, mais d'autres choses, dès que les artistes vont aussi franchir leurs propres règles de leur monde, et ça va avoir aussi des réactions. Mais c'est une manière de repousser les limites des normes, tout simplement, hein. Mais c'est un travail qui est continu, parce que les marges, elles reculent tout le temps, mais elles sont toujours là, et il faut toujours continuer à créer une percée dedans. Top. Et pour conclure, quel conseil tu pourrais donner justement aux personnes qui ne se reconnaissent pas dans la norme? Euh... c'est difficile de donner des conseils là-dessus, parce que je pourrais pas conseiller de faire ce que vous voulez. Enfin, ça serait, je sais pas, ça relèverait de l'inconscience, parce que je sais pas si tout le monde est en capacité d'assumer toute sortie de la norme. C'est difficile. Déjà, de mesurer ce que ça peut vraiment engager. Déjà, premièrement, et de mesurer si on est en capacité aussi d'assumer ceci, de repérer les lieux de refuge, que ce soit des espaces familiaux, amicaux ou des communautés où on pourrait trouver des ressources. Moi, j'ai fait au fur et à mesure. J'ai fait step by step. J'ai tenté des choses et j'y suis allé au fur et à mesure parce que moi, ça me rassurait. Mais je peux pas conseiller ça parce que ça se trouve pour certaines personnes, ça serait aller vraiment dans un geste radical qui les ferait rentrer dans le hors norme et qui les rassurait. Donc c'est difficile. Je pense que c'est un projet individuel, un voyage individuel que chacun doit appréhender de la manière qu'il souhaite. Et je pense qu'il faut pas. Si par contre, ce que je pourrais dire, c'est qu'il ne faut pas culpabiliser de ne pas réussir à sortir des normes, y compris lorsqu'on sait qu'elles sont une oppression pour soi et qu'on se sent mal à l'aise avec soi. Il faut pas en avoir honte de pas réussir à faire ça parce que elles sont puissantes, ces normes sociales, et il faut juste trouver le bon moment avant de le faire, sans avoir honte de ne pas réussir à le faire maintenant.
C'est important de le dire aussi, oui. Oui, parce que moi, j'allais dire, j'ai la chance, oui. Enfin, je suis blanc. Bon, d'accord, je suis issu des classes, donc je me disais en situation de sobriété subie, ou plus couramment appelés les pauvres. Je pense que ça peut être plus facile si on a un soutien parental et un soutien économique derrière pour justement payer ça. Ça peut être plus facile si on est dans une communauté culturelle où ça passe mieux. Tout ça, ça peut être plus facile. Donc ça, ce sont des choses à mesurer, mais oui, il faut pas avoir honte de pas oser le faire, parce que c'est pas à la portée de tous et de toutes. Merci beaucoup, Kevin. Mais je t'en prie. Ça vous a plu? Alors, j'ai besoin de vous. Abonnez-vous, notez le podcast avec plein de petites étoiles. Et n'hésitez pas à commenter, cela m'intéresse vraiment d'avoir votre avis. Je suis aussi sur Instagram, Facebook et le blog. C'est tout simple, c'est Stefayako. Merci. Stefayako.